T'étais quel genre de petit garçon? Il t'est resté quelque chose de la formation de cuisine que t'as fait? T'étais bon élève quand t'étais en primaire. Tu préfères les souffrances physiques ou les souffrances psychologiques? Qu'est-ce que tu penses du rap qui parle de choses gentilles et douces? Est-ce que tu t'excuses facilement? T'as une addiction? Qu'est-ce que tu penses des armes à feu? Bah, très dangereux. Oui, oui, c'est la vérité. Ouais. Est-ce que tu préfères que je t'appelle Lacrim ou est-ce que tu préfères que je t'appelle... Karim, c'est bien. Karim, c'est bien. Karim, c'est bien. Est-ce que tu t'appelles Karim pour une raison particulière? Ma mère m'a appelé Karim parce que son frère s'appelle Karim, son petit frère s'appelle Karim. Donc en hommage à son frère, elle m'a appelé Karim. Ouais. Voilà. Qui veut dire le généreux. Tu vis où? Franchement, je suis un enfant du monde. Donc là, en ce moment, je suis entre Dubaï et la Hollande. Et alors pourquoi t'as choisi ces deux endroits? Dubaï parce que c'est mon endroit, c'est l'endroit où je vis depuis 5-6 ans. Ouais. Et après, je jongle entre l'Espagne et la Hollande quand j'ai du travail en Europe. Quand j'ai du travail, quand je prends 7 heures d'avion pour rentrer, je préfère rester 4 mois à Dubaï. Je peux pas rentrer tous les 2 semaines et faire 14 heures d'avion si tu vas aller-retour, j'ai la flemme. Oui. Donc je sais que j'ai du travail, je viens en Europe, je reste 3 mois, je fais ce que j'ai à faire, 4 mois et je repars, tu vois. Et j'aime bien. La Hollande, il fait gris, mais j'aime beaucoup les gens, la mixité, c'est cosmopolite, c'est touristique, super bonnes énergies, donc j'aime bien. Et puis l'Espagne, c'est latin, tu vois, quelque part, tu vois, c'est latin, donc voilà, il fait beau, le sourire dès le matin, les gens aussi. Je crois que c'est un des moteurs principaux, les gens. Le pays où je suis, les gens, je crois que c'est un moteur principal parce que je me lève le matin et je crois que c'est ça qui va déterminer ma journée en fait. Et donc, mais plus donc la Hollande, l'Espagne et Dubaï que la France en fait. La France, tu vis... La France, j'y vis plus. J'y vis plus depuis 6 ans, 7 ans. J'y vis plus déjà dans un premier temps par rapport à la médiatisation. Juste histoire que quand je rentre chez moi, j'ai envie de décrocher, j'ai envie d'avoir une vie privée. Et donc t'as 3 maisons, Espagne, Hollande et machin, et t'as genre 3 jeux de caleçon, 3 jeux de machin. Ouais, je navigue. Bon là, l'Espagne, j'ai enlevé. J'étais là-bas l'année dernière, donc là, en ce moment, je suis en Hollande. Mais donc je navigue entre Dubaï et la Hollande. Mais ouais, t'as vu, je ramène 4-5 bagages, je les pose et je navigue, Est-ce que tu te souviens de quand date ton premier souvenir? Premier souvenir? Ouais, j'en ai des souvenirs. Je pense que j'ai des souvenirs à l'âge de 2 ans. J'ai des souvenirs. 2 ans, j'habitais dans le 13e arrondissement, j'habitais dans un T1. C'était une vie très très simple. Mes parents n'avaient pas d'argent, mais on était heureux. T'en as un qui... je sais pas, un truc qui j'en ai. Mon père était très protecteur avec moi quand j'étais petit. Vraiment, vraiment très protecteur. Il aimait beaucoup. Je me souviens... Mon père, il n'avait pas le permis français, il avait le permis algérien à l'époque, donc il fallait qu'il change en permis international. Oui. À l'époque, le permis, des fautes de permis, c'était pas un délit. Oui. On t'arrêtait, on te laissait la voiture sur le côté et tu rentrais. Donc mon père, il me prenait tout le temps avec lui, il me sortait partout. Et il y avait des ronds-points stratégiques où souvent il y avait des barrages, je me rappelle. Et il me regardait parce que j'étais seul avec lui dans la voiture finalement, tu vois. Et je sais que ça le gênait, maintenant je sais que ça le gênait. Et il me regardait, il me disait, j'espère pas. Et moi j'étais dans le jeu de me dire, Et une fois on s'est fait attraper, tu vois. Donc une fois on s'est fait attraper sur le côté, boum, on rentre en métro. Et il m'a dit, tu vois, aujourd'hui c'est pas passé. Tu vois. Je me souviens de ça. T'étais quel genre de petit garçon? Très calme, très, très, très observateur. J'étais un calme, je pense un peu traître même des fois, parce que je sais qu'on se demandait. C'est bizarre qu'il soit aussi calme que ça. Je pense que c'est pas complètement l'image que les gens ont de toi, de quelqu'un de ultra calme. Alors comment est-ce que t'es passé d'un petit garçon calme à quelqu'un de moins calme? Je pense que c'est ce que tu vis tous les jours. Après, c'est ta capacité à gérer les émotions. Je pense que j'ai eu du mal à gérer mes émotions durant mon adolescence. Et après, ça a créé une forme d'habitude. Tu sais, on a des bonnes habitudes, on a des sales habitudes. Aujourd'hui, je fais un réel travail sur moi, ça va mieux, la patience, mais je reste un faux calme. C'est-à-dire que t'as la moutarde qui montonnait vite, quoi. Quand ça pète, ça pète. Ça met du temps à péter, mais quand ça pète, ça pète. Il y a un morceau dans ton nouvel album qui s'appelle Cette vie, et tu parles de ce qu'on imaginait de ton enfance, longuement. Et tu dis notamment, boum boum, on tape à la porte, je vois mon père avec des menottes. Boum boum, ça tape à la porte, je vois mon père avec des menottes. Une enfance, ça se construit, à tout moment, ça peut craquer. Est-ce que c'est un vrai souvenir, ça? Ouais, donc j'ai la compréhension parce que je sais pas, tu sais, je vois mon père avec la police, donc qu'est-ce qui se passe? Mon père, c'est mon papa, c'est mon héros, tu vois. Donc ça tape à la porte, ma mère elle va ouvrir et je vois 2 gendarmes avec mon père et je vois mon père menotté. Et je sens qu'ils sont très gentils, mais je sais pas, je comprends pas, mais je sens que ils sont en train d'oppresser mon papa. Je sais pas, je sens que c'est pas. Donc ils rentrent, ils fouillent un petit peu la maison. Ils sont très gentils avec moi. Et je me rappelle qu'il y a un gendarme qui veut me serrer la main, qui veut me dire bonjour et qui insiste, très pédagogue. Et je me rappelle que je veux pas. Et je me rappelle que ma maman me dit, mais dis bonjour, il est gentil et tout. Et moi, je voulais pas. Parce que je sentais qu'on dirait qu'il voulait faire du mal à mon papa. Donc c'est un truc qui m'a marqué.
Voilà. Mais je pense que je devais avoir pas plus de 3 ans. Oui. Voilà. Ah oui, c'est très très jeune, quoi. Très très jeune. Et finalement, il est revenu après. Enfin, je crois qu'il avait fait 2 jours. C'était par rapport à un ami à lui. La police le cherchait. Il avait fait des conneries. Oui. Donc ils sont partis chercher mon père aussi. Voilà. Moi, j'ai su plus tard, mais sur le coup, ça m'avait traumatisé. Est-ce que tu étais amoureux de quelqu'un quand tu étais enfant, tout petit? Ouais, j'avais des sœurs spirituelles. Ouais. J'ai ma mère biologique et j'ai aussi une autre maman qui s'est occupée de moi, qui m'a gardé, donc une nourrice, mais c'était vraiment plus poussé. Je la considérais comme ma deuxième maman. Elle est décédée en 2021, paix à son âme. Et elle avait 3 filles, donc elle était déjà bien plus grande que moi, et lui qui avait déjà, je crois, 20 ans, et 15 ans et 14 ans. Donc c'était mes grandes sœurs. Ouais. Et j'avais une sorte d'affection avec l'une d'elles. Il y en a la grande qui m'éduquait assez durement. Il y avait celle du milieu qui était très soft. Et la petite qui était assez ronde. Ouais. Et elle était très jeune avec moi. Donc j'avais mes repères et je pense que j'étais amoureux des 3. C'était des femmes que j'avais pas chez moi parce que j'étais enfant unique, tu vois. Donc avant 6 ans, avant l'arrivée de ta sœur. Ouais, avant l'arrivée de ma sœur. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais des bouffées d'oxygène. Je me sentais grave aimé. Et puis mes parents travaillaient. Ouais. Donc quand j'allais là-bas, c'est que finalement j'avais pas de liens familiaux, mais là-bas j'étais grave comblé. J'étais une petite star en fait, tu vois. Ouais. Et t'as des souvenirs forts de maternelle ou pas? Ouais. Alors après, c'est là que ça commençait à être compliqué. Dans le 13e, dans le 13e déjà, j'ai déménagé dans le 94, j'avais 6 ans. Donc ce que je vais te raconter dans le 13e, c'était antérieur à ça. Je me rappelle que je commençais à être dissipé, je commençais déjà à être dissipé, ouais. Tu faisais des... Ouais, j'avais mis la tête dans le bidet quand j'étais petit. Ma mère, elle était venue à l'école j'étais avec d'autres affaires, elle comprenait pas. T'avais mis ta propre tête dans le bidet? Ouais, laisse tomber. Ouais. J'avais escaladé aussi le mur de l'école pour me sauver. Au final, on m'a attrapé. J'ai simulé qu'il y avait un élève qui avait jeté la basket d'un autre et que j'avais été la chercher. Oui. Quand on m'a demandé c'était qui, j'avais balancé un mec qui n'était même pas venu à l'école aujourd'hui parce qu'il était malade. Donc en fait, j'avais rien pour moi ce jour-là. Ouais, j'avais plein de petites bêtises comme ça. Oui. J'étais souvent, je me faisais souvent remarquer. Voilà. Mais sinon, j'aimais l'école parce que je sortais de chez moi, j'allais voir mes copains, quoi. Ouais. Voilà. Donc t'as été calme vraiment pas très longtemps, quand même. Ouais, mais c'est aussi, donc c'est pour ça que je te dis, c'était des fois traître. Parce que j'avais un visage d'ange. Mais c'est vrai que quand je me retrouvais seul, des fois, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu te souviens, quand t'étais en primaire, déjà, est-ce que t'étais bon élève quand t'étais en primaire? J'étais bon élève, c'est vaste. J'avais des très grandes capacités. Ouais. Mais j'ai très tôt, j'arrivais pas à rester, moi. Sur le siège toute la journée. Ouais. Puis quand t'es au collège, t'as 1 heure. Après, tu changes de prof, t'as 1 heure. Mais quand t'es en primaire, en CP, maternelle, c'est toute la journée sur le même siège avec le même prof. Ouais. C'était dur. Ouais. C'était compliqué. Donc j'avais très grande capacité. Je sais que j'étais vif d'esprit. C'était bien quand je voulais travailler. Ouais. Voilà. Il y avait des matières que tu aimais quand même un petit peu plus que d'autres? Le français. Ouais. Le français, c'est une matière c'est ma matière préférée. Les maths, j'étais pas du tout copain avec les chiffres. Ouais. Donc après, plus tard, j'ai dû, avec même la profession, tout ça, et puis même de se débrouiller dehors et tout. Donc, mais les maths, j'ai jamais affectionné. Mais le français, c'est vraiment une belle langue, la littérature et tout, je kiffais. Puis la lecture, c'était ma porte, c'était vraiment ma fenêtre d'évasion. Moi, j'étais un mordu de lecture quand j'étais petit. Vraiment, c'était vraiment ma passion. Tu lisais quoi? Je lisais tout, hein. Je lisais tout, mais ça veut dire que j'avais peut-être 10 ans, je lisais des Bellemare, tu vois. Ouais. Je lisais vraiment tout. Donc je lisais ce qu'il y avait à l'école, je lisais un peu de littérature, je lisais de la poésie, tu vois. J'ai lu les Fables de La Fontaine, j'étais vraiment très 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 petit. Ouais. De Charlie et la chocolaterie, tu vois, des petits trucs un peu d'intrigue. Roald Dahl, je sais. Ouais. Je lisais tout, J'allais pas dans le truc de philosophie, j'étais petit. Mais si tu veux, pendant des périodes, j'avais pas de très bonne relation avec mes parents. Ouais. Donc j'étais souvent puni. J'ai pas... Des périodes de 8 ans jusqu'à 13, 14 ans, je sortais pas dehors jouer avec mes copains. J'étais souvent puni. Donc, fallait que je m'évade d'une manière ludique, tu vois, parce que j'étais seul dans ma chambre. Dehors, je m'appelais prisonnier souvent, tu vois, j'ai pas le droit de sortir. Donc la lecture, c'est devenu... Et le dessin. Tu te souviens de ce que tu dessinais? Là, le dessin, je peux prendre ta photo et je peux te dessiner. Ouais. Ah ouais. Mais vraiment, mais sans caricature. C'est-à-dire, caricature, c'est bien fait, mais je pense que je fais ton portrait robot. Ouais. J'ai un don pour le dessin. Et j'aimais beaucoup faire ça. Donc je prenais des photos de ma grand-mère, je prenais des photos de mon père, de ma mère.
Tu vois, j'avais des petites photos, j'avais à cœur de prendre des petites photos et le faire sur des grands trucs. Pas qu'on me dise que t'as calqué. Que t'as décalqué. Tu vois. Mais ouais, je kiffais. Donc je kiffais le dessin et la lecture. Tu te souviens c'était qui les meilleurs élèves de la classe? Meilleurs élèves de la classe. Tu te souviens de leur nom? Leur nom. Et de leur visage leur visage, leur nom. Ouais, par exemple, j'en ai un qui s'appelait Gary, par exemple. Ouais. Tu sais, j'ai une philosophie sur ces bons élèves. Une leçon que j'ai appris, c'est qu'on est à l'école, nous on est au fond de la classe, généralement. On fout notre bordel, on s'amuse, on grandit, et on a le sentiment que ces mecs au premier rang, c'est les bouffons de la classe. Ouais. Tu vois, généralement. Ils sont pas marrants, ils sont pas intéressants, ils sont pas, tu vois. Mais quand j'avais 18 ans, j'étais en prison. Tu vois, j'ai pas de permis de conduire, j'ai pas de situation, j'ai pas de petit ami. J'ai rendu mes parents tristes. Mais au final, ce mec du premier rang, à 18 ans, il avait peut-être son premier appart, il avait sa petite meuf, il avait passé son permis, il avait son premier petit job, il avait sa petite voiture avec son A derrière. Donc il avait une vie bien réglée, autonome, tout. Et au final, quand je faisais le bilan, je me disais, c'est moi le bouffon. Je disais, en fait, c'est nous les bouffons, tu vois. Donc c'est une bonne leçon que j'ai appris sur ces premiers de la classe. Ouais. Alors tu dis que oui, à 18 ans, tu étais en prison, ça veut dire qu'il y a un moment où tu as commencé à faire des choses, où c'était plus juste jeter une basket par-dessus un mur, c'était des choses un petit peu plus illégales que ça, quoi. Bien sûr. Mais après, j'avais une situation qui était différente. Quand je jetais des baskets de l'autre côté du mur, j'étais chez mes parents, j'avais une couverture, tout se passait bien. Quand j'ai commencé à faire des délits, je dormais pas chez moi. Donc je vivais dehors, je vivais dans la rue. Donc tu as quitté la maison de tes parents à un moment? J'ai quitté, je me suis émancipé. À quel âge? Je pense que 6e, hein. 6e, hein. Donc enfant, quoi. Enfant. Je vois mon fils aujourd'hui, je discutais avec lui 12 ans, 11 ans, je me dis, mais c'est un bébé. Ouais. Donc je me rends compte que c'est à cet âge-là que j'ai quitté la maison. Et j'étais face à des dangers, en fait, de ouf, en fait. De ouf. Inconscient. Tu vois? J'avais, je sais pas, des fois j'avais 3000 balles, je te parle en francs, tu vois, j'avais 3000 balles sur moi, j'avais 12 ans, je marchais à Châtelet à 3h du matin, je mangeais une crêpe. Inconscient. Je me dis, arrivé de me faire courser par 10 mecs dans les RER, tu vois, 1h du matin sur le dernier. En fait, tu vois, on se fait racketter, on fait des bagarres. Je me retrouve avec des mecs qui ont le même âge que moi, ou des fois plus jeunes, tu vois, inconscient. Et ça se passait comment une de tes journées quand t'avais genre 12 ans et que t'habites plus chez tes parents? Très triste. Ouais. Très triste. Très triste parce que je me lève le matin, je dors la plupart du temps, je dors dans un local. Tu sais, dans un bâtiment, t'as des locales à vélo. Oui. Je dors dans un local comme ça. Donc, je sais où je vais me doucher aujourd'hui. Ça commence par là. Je vais prendre ma douche où? Je vais me changer. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais trouver de l'argent pour manger? Tu vois ça, et après j'ai des potes qui, eux, vont au collège, vont au lycée, ils sont propres, ils ont des meufs, ils ont des trucs. Donc, déjà, eux, je vais pas les voir avant 17h, parce que je suis seul, finalement, dans la rue. C'est compliqué. C'est compliqué. Puis j'avais compris ça, que je me sentais exclu. Parce que même si tu veux, j'avais des fiches de recherche pour des déclarations de fugue, tu vois, donc 11 ans, 12 ans et tout. Donc en fait, tes parents avaient fait ils étaient allés à la police et ils avaient fait une déclaration de notre fils de 11 ans à fugue, c'est ça? Ouais, des fois, ouais, mais j'étais suivi par un juge pour enfants, donc aussi quand j'avais des convocations et que je rentrais pas chez moi pendant un an, forcément j'avais pas de convocation. Ouais. Donc j'avais une fiche de recherche pour fugue. Donc la police, quand ils venaient dans le, tu sais, ils faisaient le tour des locales des fois la nuit, ils faisaient des rondes, ils me trouvaient dans le local, en train de dormir, je suis mineur, ils me tapent au fichier, j'ai une fiche de recherche, mais ils m'emmènent pas. Parce qu'ils m'ont déjà emmené il y a 6 jours. Et je suis ressorti, ils m'ont déjà emmené il y a 3 mois, je suis ressorti. Et donc pour eux, c'est une perte de temps. Ouais. Donc ça veut dire, même la protection d'un mineur, tu vois, parce que même s'ils me prennent, peut-être, vas-y, je vais me retrouver dans un foyer, je vais prendre une bonne douche, je vais bien dormir ce soir déjà. Ouais. Jusqu'à que je décide de moi fuguer du foyer, tu vois. Ouais. Même ça, ils veulent pas me prendre. Ouais. Donc je me sentais exclu de tous les côtés. J'étais vraiment marginal, tu vois. Et comment est-ce que tes parents, ils ont vécu la chose alors? Parents, ils ont vécu très mal les choses. Je pense que les cheveux blancs de mon père sont arrivés par rapport à moi. J'ai perte de poids. Je pense que j'ai dû leur prendre 10 ans de leur vie. Tu vois. Parents, ils étaient très... Et puis mon père, il était très responsable. Hein. Il travaillait à 4h du matin à Carrefour. Et je sais qu'il allait pas au travail sans faire la ronde dans la ville pour essayer de me trouver, tu vois. Donc, il sortait à minuit, jusqu'à 4h, il me cherchait. Des fois, il me voyait, il me coursait, il me courait après pour que je rentre. Des fois, il m'attrape, des fois, non. Il va au travail sans dormir. C'était compliqué. Et du coup, eux, j'imagine, je sais pas s'ils te donnaient de l'argent ou pas, mais donc tu te fais trouver une façon de manger, de t'avoir un petit peu d'argent. Ils me donnaient pas d'argent. Puis ils me donnaient de l'argent pas pour que je mange dehors. Mais oui. Donc si je suis à la maison, j'ai pas besoin d'argent parce que je mange à la maison, tu vois. Donc non, il fallait que je trouve de l'argent. Donc j'allais
J'allais voler, quoi. Je volais même des proches à moi. Je veux dire, je volais des gens que je connaissais. Passe-moi ton téléphone, je vais téléphoner, je passe le mur et je cours. C'est une question de survie. Tu vois. Donc, voilà. Et après, je trouvais que le monde était assez complice aussi. Ça m'arrangeait. Ah oui, d'accord. Le monde extérieur était assez complice parce que des fois, avec 300 balles, je peux aller m'acheter un survêt. Puis j'ai de l'argent liquide, j'ai 12 ans. Oui. Je regarde le comptoir, on me prend, ou je vais à l'hôtel, le comptoir il est plus haut que moi, c'est la vérité, tu vois. Et le mec il loue, tu sais, c'est à l'époque des hôtels avec les clés. Oui. Si on prend la clé, comme ça on te donne la clé, tu prends, et quand tu ressors de l'hôtel, tu reposes la clé. Oui. C'est les petits hôtels particuliers, tu vois. Je me rappelle, il y avait un berger allemand, tu sais, tu viens la nuit, tu sonnes, il t'ouvre. 245 francs la nuit, je les pose sur le comptoir, il me donne la clé, je suis mineur, j'ai 12 ans. Il me demande même pas de papier. Tu vois. Mais je suis content, parce que j'ai trouvé dormir. Donc voilà, j'ai très vite été confronté à un monde d'adulte. Même quand je rentrais chez moi, des fois mon père c'est pareil, des fois il m'a tabassé. Des fois il me trouve, il me rentre à la maison, il essaie de discuter. Il y a rien qui sort de moi. Il arrive à obtenir rien du tout. Donc il me dit rien. Il va au travail, le lendemain je suis plus là. Je suis reparti. Donc finalement, après la rue c'était un aimant, c'est devenu un aimant. Ouais. Je voulais plus rester chez moi, c'était plus ma famille. Je la voyais plus comme ça. Et ensuite donc tu dis que t'as été en prison à 18 ans, et entre 13 et 18 ans, il s'est... Je suis rentré en prison à 16 ans, le jour de mes 16 ans, le jour de mon anniversaire. Parce que avant, tu pouvais pas... Exact, parce qu'avant, tu peux pas rentrer en prison avant l'âge des 16 ans si t'avais pas une affaire criminelle. Mais bon, j'avais des affaires, moi, c'est des affaires correctionnelles, le plus que je faisais, c'était cambriolage. Des fois, il y a quelques agressions, mais bon, c'était plus du cambriolage. Moi, c'était du vol, du cambriolage, donc le jour de mes 16 ans, je rentre en prison. Je fais 1 an et demi, je sors, je fais 1 mois dehors, je re-rentre en prison pour 1 an et demi, je ressors, je fais 1 an dehors, et là je re-rentre pour 3 ans. Donc en fait, si tu veux, de 16 ans à 20 ans, je les ai fait en prison. Voilà. J'ai reçu Cynic il y a quelques temps qui m'avait dit qu'il a fait quand même pas mal de prison aussi, et il m'a dit que au bout d'un moment, en fait, la prison, pour lui, elle était plus dissuasive, parce qu'en fait, je sais pas, il avait ses potes, c'était des gens, en fait, qu'il retrouvait quand il rentrait en prison, je sais pas, il jouait au foot, en fait, il s'y sentait plus si mal que ça. Toi, comment est-ce que t'as vécu ces années de prison, là? Pareil. Ouais. Et je pense pas que c'est la prison qui fasse que on va être cadré ou c'est un endroit répressif. C'est juste que quand t'arrives, faut t'adapter. Et l'être humain a une capacité à s'adapter à toute situation. Donc c'est ce qu'il fallait faire quand t'arrives. Il faut que tu laisses ton cœur au greffe, c'est-à-dire à l'entrée de la prison. Les sentiments, il faut que c'est un monde nouveau, il faut que tu t'endurcisses. Et voilà. Et après, tu trouves tes compagnons de galère, tes compagnons de guerre. Tu vas au foot, t'essaies d'avoir des activités, t'essaies de penser à autre chose. Donc bien sûr qu'il faut que tu rigoles, tu penses à toi, tu te ressentes sur toi-même. Je retourne à l'école, BEPC en prison. J'avais arrêté l'école en 6e, donc tu vois, c'est pas mal, tu vois. Je vais au sport, j'aimais bien. Puis en même temps, je viens de t'expliquer que quand je suis dehors, je sais pas ce qui va m'arriver aujourd'hui. Donc là, même si j'ai quand même une petite routine, tu vois, je suis content. Puis même ma mère, d'en arriver là, c'est quand même très grave, mais elle venait me voir un moment en prison, je me rappelle qu'elle me disait, je suis rassuré de te voir ici. C'est très grave d'en arriver là. Parce qu'en fait, t'es plus en sécurité que... J'ai rendez-vous avec toi, elle me disait. Là, j'ai 3 rendez-vous avec toi cette semaine. Je sais que je vais venir et je sais que je vais voir mon fils. Et moi, je sais qu'ici, je sais que j'ai pas ceci à me faire, je vois que t'es bien. Donc elle me dit, je suis rassuré, j'ai peur pour toi dehors. Mais alors que quand tu ressortais et que finalement tu revenais, qu'est-ce que tu ressentais quand tu disais, putain, je vais encore passer 1 an en prison? C'est nul. C'est nul. Mais après, moi, je suis dans ma formation. Tu sais, avant ça, enfin, je veux dire, même Wild, je veux dire, j'ai été placé dans des foyers, dans des maisons d'accueil, à Chambéry. Une maison d'accueil, c'est un endroit où on t'envoie quand t'es mineur parce que t'as fait des conneries, c'est ça? On t'envoie parce que t'as fait des conneries ou parce que ça va pas chez toi. C'est pas que pénal, des fois, c'est aussi éducatif. Donc chez toi, des fois, il y a un peu de... Ça se passe pas trop bien chez toi. Donc tu dirais qu'il y a des gens dans le système judiciaire qui t'ont aidé? Ah, bien sûr. Qui ont cru en toi d'une certaine façon. Moi, de 13 ans, j'avais un juge en termes d'éducatif. Il était très gentil. Il était là pour m'aider, pour m'accompagner. Donc, bien sûr. Et après, je passe devant le juge parce que j'ai fait une connerie, Donc, je veux dire, je pense qu'il n'y a rien de personnel. Ça peut devenir personnel de la façon dont je me comporte devant la juge. Mais à la base, là, pour faire un travail, moi, j'ai joué, j'ai perdu. Tu vois, j'ai joué, mais moi, j'ai joué parce que je devais manger. J'ai été bien accompagné. Et j'ai eu des éducateurs. Et ce juge, tu l'as revu après toutes ces années? Non, mais j'ai cherché à le revoir.
J'ai cherché à le revoir, mais il était en retraite donc il y a assez longtemps, et je sais pas s'il est toujours de ce monde. D'accord. Aujourd'hui. Il avait un certain âge. Il avait déjà un certain âge. Il était déjà proche de la retraite. Ouais. Moi, j'avais déjà 14-15 ans, il était déjà proche de la retraite. Et il t'a envoyé donc à Chambéry, et qu'est-ce que t'as dû faire? C'est lui qui t'a envoyé à Chambéry? Oui, il m'a envoyé à Chambéry, j'étais dans une école de cuisine. Ouais. Parce qu'il me demandait ce que je voulais faire, il voulait me motiver, il voulait me stimuler, tu vois. Donc moi, j'aimais beaucoup la cuisine, il m'a envoyé là-bas. J'ai fait 6 mois. J'ai kiffé de ouf. Moi, après, tu sais, j'étais dans une école de délinquants, donc avec des délinquants avec moi, c'était compliqué aussi de tirer son épingle du jeu. Donc j'ai arrêté. J'étais placé aussi dans des maisons d'accueil, des familles d'accueil où tu sais, je vois que c'est pas moi. Je me retrouve dans une famille, je vois un mec, un boucher, une famille française, un boucher, un mec avec des mains comme ça, une tête comme ça. Et tu sais, sa fille, elle a 14 ans. Je vois qu'elle a un langage avec son père. Je comprends pas, je me sens pas à ma place. Ouais. Tu vois, je me sens pas à ma place. Le soir, on a l'hôtel. Et tu sais que le premier jour où j'arrive, il y a la mère qui me met très mal à l'aise en me disant si à 18h10, t'es pas rentré, si t'arrives à 18h10, tu ne mangeras pas à 19h avec tout le monde. Donc à la base, moi, je suis pas chez moi. Moi, j'ai rien demandé. Moi. Ouais. Donc elle me dit ça, je suis très bien élevé, moi, déjà, de base. Donc elle me dit ça, elle me dit non, mais c'est limite, je veux dire, mais je compte même pas manger. Je me sens trop, parce que j'ai même pas encore dormi, je viens d'arriver chez vous, déjà j'ai pas demandé à être là, puis j'ai l'impression d'être, je suis mal à l'aise, tu vois, je suis mal à l'aise. Et puis le soir, on regarde un film tous ensemble, la petite qui fait une réflexion à son père qui lui met une baffe de maçon, tu sais, une main comme ça, une baffe de maçon. Et je comprends aussi que la fille a 14 ans et qu'elle voit que moi j'ai 14 ans, donc elle a envie de prouver aussi, tu sais, les trucs de d'ado, elle veut prouver à son père que. Mais en fait, non, son père, il t'a fait descendre tout de suite, t'as mis une baffe comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans cette famille? Faut que je parte ici, c'est pas chez moi déjà, qu'est-ce que je fais? Et on me met à dormir dans une chambre avec un bébé. Donc ils avaient un bébé, et il y a le lit pour bébé, et moi, mon matelas, il est là. Et moi, je dois dormir avec le lit, bébé. Et en fait, je suis dans tu sais, c'est comme une sorte de grenier, tu vois. La chambre, c'est comme dans le grenier, une chambre aménagée. 3h du matin, j'ouvre le Velux. Je me sauve par le toit. Tu vois, je suis en pyjama, j'ouvre le Velux, je me sauve par le toit, je referme pour le bébé, tu vois. Je referme bien et tout, j'escalade, je saute. Et j'habite dans une montagne et je descends, je marche, je crois, 3h, 4h pour arriver jusqu'à la gare d'en bas. J'attends le premier train, je me barre. Et après, j'arrive à Chambéry où j'avais mes anciens potes et tout, où je prends un téléphone, j'appelle le juge, je lui dis, écoute, on est placé, moi, je vous appelle, j'ai fugué. C'est pas pour moi, je peux pas. Donc soit vous me remettez en prison, ou soit vous me remettez chez moi, mais ça c'est pas pour moi, je peux pas. Et le fait que j'ai appelé, et que j'ai été honnête, et qu'il a compris que j'ai pas fugué parce que c'était la rue qui m'a happé, m'a dit ok, j'ai compris, tu peux rentrer chez toi, rentre chez toi. Donc il était protecteur, hein, ce qu'il voulait c'était mon bien avant tout. Ouais. Tu vois. Mais j'ai vécu des situations qui sont pas... C'est pas des bonnes situations pour construire un enfant, un adolescent. Ouais. Voilà. Il t'est resté quelque chose de la formation de cuisine que t'as faite à Chambéry? Oui, bien sûr, je suis un très bon cuisinier. Ouais. Je suis un très très bon cuisinier. Et c'est de là que ça date? C'est de là que ça date. Ouais. C'est de là que ça date. C'est vraiment... Quand t'as un enfant qui est compliqué et... Tu vois, en fait, tu commences à avoir de l'attachement pour cet enfant quand tu vois qu'il s'épanouit dans un truc qu'il aime et que toi, tu n'aurais pas forcément pensé qu'il aurait pu s'épanouir dans cette branche. Donc on aime le foot, on aime la bagarre. Ouais. Mais quand tu vois qu'il est à fond sur la mécanique et tu vois qu'il s'intéresse et tout, putain, c'est beau, tu vois. Moi, c'est la cuisine. Donc j'ai kiffé, j'étais motivé, je me levais le matin et tout, je te jure. Après, j'ai eu un problème avec la plonge. L'odeur et tout, j'arrivais pas à supporter, j'avais envie de vomir, j'avais des nausées et tout. Et je suis passé sur le service. Et le service, frérot, c'était un truc... le contact avec les gens, j'ai appris à dire bonjour, merci, comment allez-vous? Et j'ai compris que plus t'étais poli, plus t'étais avenant, plus t'étais mignon, tu peux avoir des pourboires. Okay. Et les pourboires, on avait le droit de les garder entre nous les jeunes, donc c'était un défi, c'était un challenge. Oui. Donc je m'habillais avec petit costume, j'avais mon petit pince et tout, et donc j'ai vite préféré ça à la cuisine. Oui. Et donc j'ai fait ça aussi pendant 6 mois. J'ai kiffé, franchement, c'était, je pense, la période de ma jeunesse où je me suis senti le plus épanoui. Mais pas suffisamment quand même en fait. Pas suffisamment parce qu'en fait la rue elle était, tu vois, c'était après, des fois quand t'es drogué et tu pars en cure et que t'as des bonnes intentions, c'est pas toi des fois. On va te retrouver dans un appartement, t'es comme ça et tout et tu te dis putain désolé, j'ai recroisé l'autre. Tu vois, des fois c'est plus fort que toi, je sais pas comment t'expliquer. Non mais je comprends. Mais ma volonté, c'était pas celle-là. Je voulais rester, je voulais continuer. Puis j'étais dans une villa, on était 5 petits bonhommes, on grandissait ensemble. J'aimais bien moi, j'aimais bien mon système. Est-ce que tu te souviens à cette époque-là, qui est-ce que t'admirais? Non. Personne. T'avais personne où tu disais putain, j'aimerais bien être comme lui quoi? Non. Ouais. À l'époque, je crois, on n'avait pas internet. Oui. Donc fallait un peu. Mais
j'allais pas me cultiver, si tu veux. Donc je faisais pas de grandes rencontres. Je vivais au jour le jour. J'ai jamais connu les jeux vidéo. J'ai jamais connu les vires en scooter avec les potes. Tout ce qui est traditionnel, j'ai pas connu. Donc aller s'identifier à quelque chose, à quelqu'un, ça n'a pas été pour moi. Un acteur, un personnage de super-héros, un truc comme ça, moi jamais, donc non. Même le juge, t'avais pas une petite... Non, parce que je voulais que sortir... j'étais un petit malin, parce que même si je l'aimais bien, je le respectais, je cherchais à le niquer. Parce qu'il me disait, c'est de faire ça, je lui disais oui, et il me disait, jure sur ton honneur, je levais la main, je disais, c'est facile. Jure sur ton honneur, c'est tout. Je jure. Je peux sortir? Donc, c'était... Voilà. Et comment est-ce que tu t'en es sorti, alors? Comment? C'est difficile à expliquer. Mais la musique, ça n'a pas été... dans tout ce qu'on vient de discuter sur mon enfance, la musique, elle n'a jamais rentré en ligne de compte. J'ai commencé à 26 ans. Donc moi, il me fallait une porte de sortie. Mais, si tu veux, comment je m'en suis sorti, c'est par quoi je suis passé. Je ne pouvais pas perdre. Mais j'avais compris que perdre, c'était dans ce que j'étais en train de m'enfoncer. Ça, je l'avais compris. Donc à partir de ce moment-là, il fallait que je sorte de ça. Donc bah, si c'était le dessin, j'aurais fait du dessin. Tu vois, si c'était de la musique, j'ai fait de la musique. Si c'était du combat, sport de combat, je l'aurais fait. Mais il fallait que je me serve de ces mauvaises expériences pour que ce soit un moteur. Ça, c'était sûr et certain. Voilà. Il y a un truc, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais tu as retourné en prison il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a moins de 10 ans, je crois. Exactement, hein, 2 fois en 10 ans. 2 fois. Et entre-temps, t'étais devenu la crime. Yes. Comment est-ce que t'as vécu cette deuxième fois où t'es allé en prison? Mal déjà pour les enfants, mal. Et puis je me suis rendu compte vraiment de la... Aujourd'hui, c'est la perte de temps. La crime, on se m'en fout, la carrière, je m'en foutais un peu. Je te dis franchement, c'était pas ça le plus important. C'était vraiment la perte de temps. Avant, j'étais... Tu vois, c'est un truc de fou ce que j'étais bien en prison. Si j'ai une peine, il faut que je l'assume, j'ai un temps déterminé, j'y vais, et voilà. Tu vois. Mais là, si on pouvait m'enlever un jour, j'étais content. J'étais plus à ma place. C'était pas l'endroit pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi le truc, c'est que tu rentres en prison en tant que quelqu'un qui est médiatisé, comme tu dis, donc le regard des autres détenus, il est nécessairement pas le même que quand personne te connaît. Ouais, mais après, je pense que le travail vient de toi, il vient pas d'eux. Mais dans la façon dont le quotidien est géré en prison, c'est différent. Si tu te comportes en Karim, tu recevras que du Karim. Tu vois? Si tu te comportes en la crime, tu recevras du la crime. Mais je pense qu'il faut me mettre à l'aise la situation tout de suite. J'arrive en prison, je m'appelle Karim Zenoud, j'ai un matricule, je suis comme toi. Donc on va passer un moment ensemble, j'ai ma peine à faire. Je veux m'en sortir. Et finalement, ils vont connaître le Karim. Tu vois, le mec assez simple, assez avenant, je peux discuter avec toi, je peux truc. Donc le Karim Zenoud, finalement, il est plus riche que la crime. Donc les gens, ils s'attachent plus finalement à Karim qu'à la crime. T'avais l'impression d'être traité un tout petit peu différemment, même par la prison elle-même, ou non, t'avais pas de... Non, au début, oui, en mal, parce que je suis médiatisé, donc ils disent peut-être si j'ai un téléphone, je fous la merde, je peux avoir une influence, je peux avoir une certaine forme de pouvoir, je peux peut-être prendre des mecs avec moi, tu vois. Donc ils t'observent pendant 2-3 semaines, je suis super respectueux, je fais pas de problème, les surveillants, ça se passe bien, les chefs, ça se passe bien, les détenus, ça se passe bien. Donc, et j'étais isolé médiatique à Fresnes. Et au fur et à mesure, on m'a... Isolé médiatique, ça veut dire que... J'étais isolé, j'étais avec les isolés médiatiques, en fait, avec tous les mecs qui ont tué leurs femmes, qui sont passés à la télé. D'accord. On était 10, on avait le droit de voir personne, aucun contact avec les autres. Mais au vu de mon comportement, finalement, après, on m'a lâché. J'allais au sport avec tout le bâtiment, je faisais mes activités, après j'avais une blouse, je sortais à 7h du matin, je rentrais à 6h du soir, je me baladais dans la prison. Et alors, la première fois, t'avais passé ton BEPC, est-ce que là, t'as fait... Là, je me suis concentré sur le sport. Je faisais beaucoup de sport. Voilà. C'est un truc qui est central dans ta vie, le sport. Maintenant. Maintenant. Mais depuis ce moment-là, non. Depuis ce moment-là. Après, j'ai des périodes où j'ai moins parce que je suis très occupé, où j'ai beaucoup de stress et beaucoup de problèmes. Et il y a des moments où je vois que justement, tellement que j'en ai, le seul moyen que j'ai d'aller mieux, de me réparer physiquement et mentalement, c'est le sport. Et tu fais quoi comme ça? Je fais un peu de tout, j'essaie de rester athlétique, tu vois, donc je fais du cardio, surtout le sport, c'est bien manger, tu vois, avoir une bonne diète pour être bien dans la tête, ne pas être fatigué quand je parle avec toi. J'ai compris qu'en fait ça passe par l'alimentation. Donc voilà, du fitness un peu, sport de combat un petit peu, un peu de boxe, un peu de lutte, un peu de judo, un peu de, tu vois, voilà. Alors avant ça, il y a eu un tout petit moment où en fait, je pense que on t'a convoqué pour un procès et tu n'y es pas allé. T'as décidé de. On m'a convoqué pour un procès, et j'étais pas au courant. J'ai pas reçu le courrier, moi.
J'avais déménagé en Espagne, donc la police avait ma dernière adresse en date, c'était à Marseille. Ils m'envoient un courrier, les courriers reviennent, parce que j'habite plus à Marseille, donc je suis pas au courant que je suis convoqué. Je me réveille un matin, et je reçois des messages sur mon téléphone, des articles de journaux, comme quoi le procureur a demandé 3 ans. Je me dis, mais je suis pas au courant. Donc je prends ma voiture, c'était sur 3 jours ou 4 jours le jugement. Je prends ma voiture d'Espagne, je fonce au tribunal de Marseille, je tombe sur la juge dans le couloir, et c'était le moment de délibérer, voilà, je suis venu. Elle me dit, c'est trop tard. Fallait venir hier, avant-hier. Je dis, mais moi, j'étais pas au courant. Oui, c'est vrai, les courriers nous sont revenus, mais voilà, bon, ils m'ont mis 3 ans. Voilà. Et là, Là, je me sauve. Je me dis, je suis pas prêt. Hier, j'étais, tu vois, et puis en plus, j'attendais une petite fille. Donc, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. J'ai paniqué, j'ai pris mes affaires, je me suis cassé. Et alors, il y a toujours un moment, c'est quand même bien de parler de l'album que tu sors, qui s'appelle Veni, Vidi, Vici. Qu'est-ce qui doit à tout ce qu'on vient de se dire, cet album? Mais je pense juste Karim Z, hein. Karim. J'ai donné beaucoup de lacrimes pendant ces 10 dernières années, et finalement ça reste un peu superficiel, tu vois. Et je sais que, en toute humilité, Karim est super intéressant. Karim a pas mal de messages, il a pas mal d'expériences à faire partager. Il y a beaucoup de choses que tu peux récupérer de mes expériences pour t'en servir dans ta vie. Je me suis vraiment plus livré aujourd'hui. Donc c'est dans une énergie positive. Je suis dans un bon Karim en ce moment. J'ai une stabilité, je suis bien, je me sens mature, je me sens frais. Donc c'est ça qui se ressent dans mon album. Il y a des morceaux dans lesquels tu penses que t'es allé plus profond dans toi-même que d'autres? Bien sûr, le morceau Karim Z par exemple, l'outro, pour moi c'est l'un de mes meilleurs morceaux, vraiment. Il y a plein de feats dans cet album. Yes. Il y en a avec Sofiane Pamar. C'est toi qui est allé le voir? C'est moi. Justement parce que je pense que là aussi l'outro, le morceau Karim Z, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas fait le morceau avec j'avais pas rencontré Sofiane Pamar au début. J'arrivais pas à débloquer cette pudeur en moi. Donc une carapace, avoir un ego, un orgueil dans mes morceaux, t'entends que ça, je suis le meilleur, je suis plus fort, personne va nous, tu vois. En fait, on est tous faibles. Et je me disais que j'avais pas le droit de montrer mes faiblesses. Mais à partir du moment où j'ai trouvé ça beau, et je trouvais que j'avais trouvé le moyen de l'exprimer, je lui ai envoyé un message. C'est un pianiste, il est urbain, il est comme moi, on se ressemble. Il est dans un art tout à fait incroyable, tu vois. Donc je lui envoie un message, je lui dis, j'ai besoin de ton aide, j'aimerais faire ça. Il m'a dit, je suis super honoré, super fier que tu me sollicites pour ça. Je prends un billet, je suis là après-demain. Donc il est venu en Espagne. On a passé une soirée ensemble, on a bu un coup, on a discuté de ma vie, tout ça. À 3h du matin, il a imaginé un coup de piano. J'ai écrit sur place et on a fait le morceau. J'ai posé, j'ai pleuré pendant 1 heure, j'ai appelé ma mère à 6h du matin pour lui demander pardon pour toutes les erreurs que j'ai pu faire, tu vois. J'oublierai jamais ce que m'a dit ma mère. Quand j'y repense, sur le cœur ça tire. Mon fils de 12 à 15 ans, à la maison, t'as fait 5 samedis. J'ai eu l'impression qu'il m'a fait, en fait, c'était une thérapie de psy, en fait. J'ai rendez-vous avec un psy, il a pris son avion, j'ai pleuré, j'ai vidé mon sac, il est rentré. À partir de ce moment-là, j'ai ouvert un tiroir. Voilà. Donc, Sofiane m'a beaucoup aidé. Alors il y a toujours un moment dans l'interview, c'est la fin de l'interview, ça s'appelle En vrac. Et donc en fait, bon, alors là on pourrait dire que c'était chronologique, là plus du tout. Là c'est des questions sérieuses ou pas sérieuses ou qui peuvent te paraître teubées des fois, mais l'idée c'est voilà, on y répond le plus sincèrement possible si on peut. Est-ce que tu préfères les souffrances physiques ou les souffrances psychologiques? Physiques. T'as plus souffert psychologiquement, tu dirais? Exactement. Donc aussi, je préfère les souffrances physiques, mais je sais pas vraiment de quoi elles regorgent. Mais je sais de quoi sont faites les souffrances psychologiques. Et elles sont très, 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 très douloureuses. Et c'était quoi alors des exemples de souffrances psychologiques? Des dépressions, des dépressions. Donc je préfère la souffrance physique et je pense qu'elle arrive maintenant et qu'elle est maintenant et je souffre maintenant et après ça va mieux. Et après c'est fini. Et alors, quand tu étais en dépression, qu'est-ce que tu as fait est-ce que tu arrivais à faire... Je comprends très bien ce truc, en fait, il n'y a pas de médicaments, quoi. Surtout, c'est de le savoir. Moi, je le savais pas. Donc, vraiment, quand j'étais en dépression, je le savais pas. Je l'ai compris après. Mais j'étais enfermé dans un appartement pendant 1 an. Donc, je sors un peu, je vais là-bas, je rentre et je suis un légume, en fait. Tu vois, je reste chez moi, je regarde des films et je comprends pas, tu vois, et je veux voir personne et je suis pas bien et je me morfonds sur moi-même et j'ai que des idées noires et j'ai des doutes et j'ai moins de confiance en moi et donc, c'est tout ça, tu vois. Je veux pas voir ma famille, je veux pas. Et qu'est-ce qui a fait que t'es sorti de ton appartement au bout d'1 an alors? Je sais pas.
Il y a un moment, matin, tu t'es levé, t'as fait genre, ça suffit, quoi. Je sais pas si c'est un déclic. Peut-être c'est des obligations qui ont fait que j'ai dû partir et j'ai dû changer. Et peut-être que je me suis adapté, que je me suis dit, ah ouais, ok, bah là, vas-y, ça va mieux. Voilà. J'étais pas dans un travail de reconnaissance en me disant, ok, là, je sais que j'allais pas bien, il faut que j'aille mieux. Non, je me rendais même pas compte. Ouais. Mais juste les années à passer, j'avais que des mauvais résultats, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie. Ça allait pas, quoi. Et souffrance physique, alors du coup, t'as eu quoi comme souffrance physique? C'est quoi la pire douleur physique que t'as eu de ta vie d'ailleurs? Le dos. Le dos? Ouais. Moi, j'ai des douleurs chroniques au dos. J'ai des grandes douleurs au dos. Là, je parle avec toi, j'ai une douleur. J'ai une grande douleur au cou. Oui, t'as même pris un médicament tout à l'heure. J'ai une grande douleur au cou. Et j'ai des douleurs chroniques au dos. Le dos. Le dos et les dents. Ah oui, t'as eu des rages de dents, des trucs comme ça, quoi. Le dos et les dents, tu vois. Mon cerveau, t'arrives pas à réfléchir, t'arrives pas à discuter. Moi, je me souviens de rage de dents où je me disais vraiment, je me suis dit, genre, si tu me dis que genre là, la douleur que j'ai, elle va durer 7 ans, je me jette par la fenêtre tout de suite, quoi. Merci. Tu vois, merci. Ça m'est déjà arrivé de taper ma tête dans le mur, d'être en larmes, de casser des chaises, j'ai plus de contrôle de moi-même. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du rap qui parle de choses gentilles et douces? Bah, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien, ça dépend à quelle heure de la journée. Ouais. Après, la musique, c'est une humeur. Donc, toi qui l'écoutes, ça va dépendre de ton mood. Donc, il faut tout. Parce qu'il y a une époque où c'était pas concevable, pratiquement, que le rap, il soit doux, en fait. J'ai l'impression. Non, c'est pas vrai. Parce que t'avais des NTM, t'avais des IAM, t'avais des Funky Family, mais de l'autre côté, t'avais des Ménéliques. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 pop. Tu es la seule qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye. Il y avait de tout, je pense. C'est un mood, la musique. Oui, donc en fait, oui, ça peut être toute la palette de... Exactement, et même moi-même, aujourd'hui, là, j'ai envie d'écouter ça. Ce soir, je suis là. Si je suis avec une fille, je vais écouter ça. C'est comme ça. Mais il y a, en fait, c'est peut-être parce que dans ma tête, il y a un truc de t'es moins crédible, en fait, quand tu parles de choses qui sont... Ce truc-là, il existe toujours aujourd'hui, mais on s'en fout un peu. Ouais. Et avant, il y avait 12 rappeurs. Ouais. Donc c'était facile de voir et c'était le sujet un peu principal. Aujourd'hui, on est 200 000. Ouais. Franchement, on s'en fout un peu. Hein. La musique, elle est bien, je l'écoute, je passe à autre chose. Et puis aujourd'hui, il y a de la musique consommable. Avant, t'avais une œuvre, t'achetais un CD, tu le payais 10 ou 12 euros, je sais plus combien, mais 100 francs, je sais plus. Et tu rayais le CD parce que t'écoutais la 8 50 fois. Ouais. Tu vois? Donc, si t'écoutais la 8 50 fois, c'est qu'il y a un truc qui se passe dans le CD, il y avait une histoire. Ouais. Je veux dire, la musique, elle est consommable. 2 minutes, t'écoutes autre chose, t'es dans une playlist. Ouais. J'écoute des musiques, j'ai même pas envie de savoir qui chante. Ouais. Aujourd'hui, tu vois? C'est différent. Il y a un morceau de ton nouvel album où tu dis les Rolex au duty free, je maîtrise plus mes addictions. Yeah. T'as une addiction pour. Bah, pour les montres en particulier? Ouais, mais j'ai pas une addiction à vider mon compte et à faire des conneries, tu vois, mais. J'ai des fois ce truc à me dire, des fois j'ai envie de me faire plaisir. Des fois j'ai envie de me faire plaisir et ça passe par ces choses-là. Ouais. Donc j'ai pas de, et des fois j'ai pas de limite. Ouais. Voilà. Des fois j'ai pas de limite. J'ai du mal à maîtriser ces addictions qui me procurent ma dose de dopamine. Et qu'est-ce que t'aimes dans les montres alors? J'aime les montres en général. J'aime les montres. J'aime le caractère de certaines montres. J'aime l'histoire. Des montres. J'aime beaucoup quand elles ont traversé les temps, quand elles sont anciennes. J'aime beaucoup. J'ai déjà eu une Rolex 69 James Bond. Ouais. C'est-à-dire très légère. Quand tu la vois, tu crois que c'est une fausse. Elle pèse 30 grammes. Elle est pas spécialement, c'est pas les Rolex d'aujourd'hui, mais j'étais amoureux de cette montre. Tu vois? Donc j'aime bien le caractère des montres, puis c'est un investissement. Voilà, j'aime bien. Et c'est quoi ton plus beau modèle, ta plus belle montre que t'as alors? Est-ce que c'est toujours celle-ci ou alors non, le plus beau modèle que j'ai eu, c'est une Richard Mille que j'ai eu, que je m'étais offerte il y a 3 ans. Ouais. C'était ma plus belle montre que j'ai revendue depuis. Ouais. Avec une belle plus-value. Ça doit te paraître rien du tout alors. Tu vas voir, Omega. Non, c'est une très bonne marque quand j'étais plus jeune, très bonne marque. Ouais. Très bonne marque. Bah maintenant Richard Mille, quoi. Maintenant, moins. Ça se porte moins. Ouais, je suis d'accord. Il y a moins de gens qui portent ça. Il y avait ça, il y avait Panerai à l'époque. Ouais. Je suis d'accord. Oui, bah en fait c'est des montres qui font genre, tu sais, puis on te raconte. Moi j'avoue que je suis un peu sensible à des histoires qu'on te raconte, quoi. Merci. Moi quand on me l'a, c'est ça, c'est qu'on m'a dit, tu sais, genre sur les Breitling, les boutons du chronomètre ils sont un peu durs et on me dit mais c'est parce que c'est des montres d'aviateurs et il faut sentir le bouton sous le gant de l'avion, quoi. Et du coup, je suis content alors que je fais pas d'avion, quoi. Et j'ai pas de gants, mais j'aime bien quand même. Super. J'en avais une moi aussi. J'avais une Audemars. Comment ça s'appelle? Une Full Moon à complication.
Ouais. Donc c'est des trucs que je comprends pas, mais l'histoire, j'avais kiffé. Ouais. Et c'est une montre qui est portée la plupart du temps par des chirurgiens. Oui. Tu vois. Et elle donne l'heure même au milieu de la mer, je veux dire, pendant 15 jours, si t'as pas réglé la montre, elle perdra jamais le nord, elle te donnera toujours l'heure exacte. Ouais. Une montre à complications. Donc l'histoire, j'avais kiffé, savoir porter par des chirurgiens. Non, je l'avais, moi, je l'ai porté. Et il y a ces montres qui s'appellent les quantièmes perpétuelles. Ouais, c'est ça. Quantième perpétuel. Quantième perpétuel, c'est-à-dire que genre, il comprend les années bissextiles. C'est-à-dire que t'as une roue à l'intérieur qui met 4 ans à tourner. C'est ça. En fait. C'est celle-là que j'avais, cette montre, c'est une quantième perpétuelle. Ouais. Trop la classe. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des armes à feu? Bah, très dangereux. Oui, c'est la vérité. Ouais. Donc, je suis pas un Américain. Si je vais aux États-Unis, je te dirais que sur la base d'humain, tu sais, je peux discuter avec quelqu'un je peux sortir 5 minutes, discuter avec quelqu'un qui a 3 ans de plus que moi, je le trouve super irresponsable. Oui. Et je me dirais, putain, mais comme ça, je ne confierai jamais mes gosses. Ouais. Ça existe. Donc, quand tu vis aux États-Unis et tu sais qu'il y a des gens qui sont comme ça et potentiellement peuvent aller acheter une arme à 500 € dans un magasin, je trouve ça très dangereux. Ouais. Voilà. T'es content que ce soit pas le cas en France, quoi. Je suis très content que ce soit pas le cas en France parce que justement, je fais même des conneries. Je suis des fois colérique, tu vois. Donc, non, c'est. Puis surtout avec ce qui se passe en France, ce serait vraiment pas bon qu'on ait des armes en France. Je veux dire, légal. Ouais. Et ce que moi j'ai tiré que 2 fois dans la vie, mais genre ça m'a un peu secoué, quoi. Okay. J'étais un peu enfin, la deuxième fois ça allait, j'étais en Suisse, j'étais bien encadré. La première fois c'était au Texas. Okay. Et au Texas, les gens, ils s'en tapent, quoi. C'est genre, vas-y, tire, comme ça, quoi. Et genre, j'étais un peu... Toi, j'imagine que t'as déjà tiré avec des armes à feu. Qu'est-ce que tu ressens? Moi, j'aime. T'aimes bien ça? J'aime. Et puis des fois, c'est comme un exutoire aussi, tu vois. Est-ce que tu gardes des objets du passé? Aucun. J'ai mon père qui a un album photo, mais j'ai aucun souvenir du passé. Enfin, j'ai aucun objet. Et oui, donc t'en as pas le besoin. J'ai jamais pensé. Ouais. Jamais pensé. Par contre, j'aimerais bien, ça, j'y ai pensé pour mes enfants. Oui. De leur dire ça a une histoire, ça a une histoire, ça, on était là, ça, on a fait ça. Et ramener les preuves oculaires avec des vidéos, avec des photos, tu vois. Ça, c'est un truc auquel je pense souvent. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Bah, je m'aime bien, c'est pas mal. Ouais. Je pense qu'il y a une évolution et c'est le reflet de ce que tu vis. Oui. Donc, des fois, il y a 6 mois, j'avais une tête, j'étais un cadavre. Mais après, c'est ce par quoi tu passes en ce moment. Donc en ce moment, je me trouve plutôt pas mal. Ouais. C'est quoi la partie de ton visage que tu préfères? Mon regard. Ouais. Bah oui, parce que le reste, il y a que le regard. C'est là-dedans où tu peux lire. Ouais. Donc moi, c'est le regard. Et là où je peux transmettre, le reste, je peux rien faire avec. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ta propre voix? Voix, c'est bien. J'ai une voix je pense que j'ai une voix d'homme. J'ai une voix virile, atypique. Voilà. Et ça me dessert beaucoup, par contre. Ouais. Ça me dessert beaucoup parce que des fois, il y a des choses que j'aimerais dire simplement et on pense que c'est une agression. On pense que je suis énervé, on pense que j'ai un ton assez sec, alors que non. Donc tu préférerais des fois avoir un... Mais en même temps, si je suis clair sur ma position, ça va m'aider aussi. Oui. Parce qu'on va comprendre tout de suite qu'il n'y aura pas de négociation 4-5 fois, parce que déjà, première phrase de ton, il est assez posé. Oui. En fait, ça t'aide à t'imposer, mais ça te dessert quand tu as envie de faire l'autre contraire, c'est-à-dire d'arrondir les angles. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Est-ce que tu as déjà frôlé la mort? Frôlé la mort, ouais. Quand ça? Bah, je pense 2-3 fois. J'ai 2-3 fois. 2-3 fois. J'ai fait des accidents de voiture. J'ai déjà sauté d'un pont. On m'a tiré dessus dans les fesses quand j'étais plus jeune. T'as reçu une balle dans le corps? Dans les fesses quand j'étais plus jeune. Et ça fait pas si mal, ça? Non, ça fait... Non, sur le moins que les rages dedans. Non, franchement, ça fait pas... Pas moi, mon expérience personnelle. Moi, j'ai pas spécialement plus mal que ça. Ouais. C'est un endroit où il y a pas mal de graisse. Et tu sens pas sur le coup. Et puis j'avais très peur. J'ai eu très peur. C'est pas un truc de rixe de quartier, tu vois. Je me suis fait tirer dessus par un adulte, un mec, c'était un skin, tout ça. C'était un truc où j'ai vraiment eu peur. Je me suis fait pris à partie dans un parking. Mais il a pas visé les fesses, donc il a la balle. Non, il a tiré. En fait, moi, je me suis sauvé. En fait, il a tiré, et j'en ai pris une. J'ai pris un ricochet dans les fesses. Et c'était pas un énorme calibre ou c'était un... Quand même, hein. Ah ouais. Et là, mais la balle, elle est sortie ou t'as dû aller la faire enlever? Non, j'ai eu un truc qui est resté à l'intérieur et je suis allé à l'hôpital et tout, et on m'a enlevé et tout. Maintenant, tes fesses, elles sont... Enfin... Ça va. Ça va. Il y a un soldat comme ça, genre, pendant le débarquement, qui s'est fait tirer dans les fesses, et il a eu 4 plaies.
parce que tu sais, c'est rentré dans une fesse, c'est ressorti au milieu, c'est rentré dans l'autre fesse. Incroyable. 4, comme ça, quoi. Voilà. C'est pas ton cas. Mais ça, parce que ça, c'est la balle. Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est la balle qui était différente. Oui, c'est ça. T'as des balles qui rentrent et qui ressortent, et qui rentrent et qui ressortent, et qui sont en fait faites pour te déchirer tout le corps, tu vois. C'est pas bien. Ah, ça, c'est pas bien. Même les fesses, c'est pas bien. Elles s'ouvrent à l'intérieur et c'est fait pour te faire du dégât. Nul. Ouais. Est-ce que tu t'excuses facilement? S'excuser facilement, c'est peut-être pas le bon terme. S'excuser facilement, c'est peut-être prendre à la légère le pardon. Mais, oui. Ouais, mais bien sûr que oui. Parce qu'en fait, il y a des fois, il y a des gens qui ont du mal à s'excuser par orgueil. Non, moi, non. Puis je déteste faire du mal aux gens, vraiment. Ça veut dire que même sur le coup et tout, mais après, je vais m'en vouloir de ouf. Ouais. Donc, t'as déjà demandé pardon à des gens? À mort. Ouais. À quelle fréquence est-ce que tu penses à la mort? Très fréquemment. Ouais. Tous les jours, tu dirais? Je pense 1 fois par jour. Ouais. Et t'as une sérénité par rapport à ça? Non, du tout. Non, ouais. Je vois pas comment c'est possible d'avoir du tout, parce que même on évolue tous les jours, donc t'as une différente façon de penser, des choses à accomplir, peut-être moins d'énergie pour des choses, peut-être plus d'énergie pour d'autres. Donc pourquoi t'es là, les questions existentielles, est-ce que t'as vraiment peur, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que t'as déjà été jaloux du succès de quelqu'un d'autre? Non. T'es pas envieux? Non, le succès, ça n'a pas été un moteur pour moi. Ouais. Donc je peux pas être jaloux de quelque chose que j'aime pas particulièrement. Je suis pas fan du succès. Et jamais envieux, même peut-être, je sais pas, quand t'étais enfant et que tu voyais qu'il y avait des gens qui avaient, je sais pas, une vie plus calme, une vie plus posée. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah, il y a peut-être des choses que j'ai idéalisées quand j'étais petit. Ouais. J'ai envié des gens pour des mauvaises choses. Ouais. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut parce que moi, j'ai manqué de ça. Et au final, quand je suis grand, j'ai tellement idéalisé que je me dis que sans ça, je ne pourrais pas trouver mon équilibre ou mon bonheur. Et en fait, quand je pars chercher, c'est de la merde. Ouais. Bien sûr, il y a plein de choses, bien sûr. Mais quand t'as rien, c'est facile d'envier. Tu vois, j'ai fait un morceau pour des SDF dans mon album, et où quand je me mets à la place du SDF, je dis des fois, je vous en veux plus que je vous envie. Je sais pas pourquoi. C'est normal d'envier, mais des fois, je vous en veux carrément plus que je vous envie. Mais je te connais pas, tu m'as rien fait. Mais des fois, j'ai l'impression que t'es responsable. Je sais pas comment t'expliquer. La dernière question, est-ce que tu préférerais ne pas avoir de coude ou ne pas avoir de genoux? C'est une dinguerie cette question. Avoir des coudes, pas avoir des genoux. Ouais, donc c'est soit ça, soit ça. Mais là, tu peux faire comme ça avec les mains. Quoi. Je préférais ne pas avoir de genoux. Ok. Merci la crème. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bon bah cet épisode il est fini, va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais, c'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours, ok? Call mini. Non mais c'est parfait. Ça va bien? Ça va, Ouais, super. Bien. Wesh.